Une rencontre avait lieu mardi 20 mai 2025 à la librairie Ombre Blanche avec Michel Barbaza, professeur émérite de l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Trace. Il y présentait son étude illustrée « Préhistoire de la Hagar, l'art rupestre de la Téfé d'Est » parue aux Presses universitaires du Midi, en dialogue avec François Bon, co-directeur de la collection au PUM, Sites et Cités d'Afrique. Bonne écoute. Bonsoir, merci d'être là ce soir pour cette rencontre avec Michel Barbaza, qu'on a le plaisir d'accueillir pour cet énorme livre que vous avez vu à l'entrée de la pièce, qui, je dois le dire, a été magnifiquement édité par les Presses universitaires du Midi. Très bien, oui. Il faut effectivement le tenir à bout de bras et le montrer et le regarder. Parce que c'est magnifiquement fait. J'insiste un peu dessus parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des ouvrages aussi riches. Et dans cette maquette-là que François Bon, qui va officier en tant qu'animateur, en tant que discutant, a décidé de donner ce format-là à la collection qu'il co-dirige au PUM. Et je pense que c'était une très belle idée parce qu'à chaque fois, les livres sont... ça fonctionne, quoi. On sent bien que pour ces livres, principalement sur la préhistoire de l'Afrique, le format fonctionne parfaitement bien, notamment pour la mise en image. François, je te laisse le micro, je te laisse faire. Merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre et merci Michel d'être là avec nous. Merci beaucoup Samuel. Un grand merci à toi, à toute la librairie Ombre Blanche évidemment de nous accueillir pour présenter ce livre effectivement dont on est, là je vais commencer par le dire, on est très fiers parce qu'effectivement c'est une collection que nous avons montée au PUM, donc cette presse universitaire du Midi qui dépend de notre université, Toulouse-Jean Jaurès. Vous m'entendez bien jusqu'au fond? Le son est bon? Qui donc a été monté en collaboration avec François-Xavier Fauvel, que certains d'entre vous, que j'en suis sûr, connaissent, tous les africanistes connaissent François-Xavier. Et donc elle est dédiée effectivement, elle s'appelle Sites et Cités d'Afrique, et elle est dédiée à la publication de travaux sur l'histoire et l'archéologie africaine. Michel avait déjà d'ailleurs nous avait déjà confié un manuscrit dont on était déjà très fiers, et là c'est donc le deuxième opus que Michel nous livre, sur lequel on va passer toute l'heure qui nous rassemble, et qui est une somme tout à fait formidable, inédite, sur un des massifs les plus célèbres de l'art rupestre algérien, la Téfé d'Est. Mais ça, on va passer une heure dessus à en parler, donc là, on va rentrer dans le livre, le travail, la démarche de Michel. Mais je dois d'abord présenter le professeur Michel Barbaza, donc professeur émérite de l'université de Toulouse-Jean Jaurès, pour dire qu'il n'a pas toujours été un africaniste aujourd'hui de renom. Il a commencé par être un très grand spécialiste du mésolithique. Alors je ne dirais pas plus ce que c'est que le mésolithique, mais si vous voulez lui poser la question, faites-le lors de l'échange que nous aurons au bout d'une heure. Sachez qu'il est intarissable aussi sur le sujet, donc posez la question, mais faites attention parce que vous pouvez partir très loin à la poursuite avec lui de ces populations mésolithiques qui vivaient il y a quelques millénaires au début du réchauffement climatique en Europe et notamment sur les terrains pyrénéens sur lesquels tu as très longtemps travaillé. Au départ dans l'équipe de Jean Guilaine, je pense que certains d'entre vous connaissent Jean Guilaine, bien sûr, il est souvent venu d'ailleurs invité dans cette librairie. Et donc Michel a toute une première partie de carrière consacrée à la préhistoire européenne, et notamment celle du Mésolithique, dont il est toujours un des grands spécialistes. Et puis un beau jour, effectivement, à la fin des années 90, c'est-à-dire on peut dire une deuxième partie de carrière quand même. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Le voilà qui s'embarque dans un horizon tout à fait nouveau, et c'est vrai que pour un enseignant-chercheur, c'est pas si fréquent que ça de faire des shifts à ce point-là. C'est vrai que la plupart des gens ont tendance à rester un peu dans leur couloir, et toi tu as choisi, en l'occurrence Michel, je vais même le tutoyer parce qu'on se tutoie, alors là ce serait trop artificiel que je vous vois, je sais que c'est pas tout à fait conforme aux usages, mais je me permettrai de le faire quand même. Donc tu t'es mis non pas, alors en danger c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas tu as pris un certain risque intellectuel, en partant sur un continent que tu ne connaissais pas autrement que livresquement auparavant, si à ma connaissance, ou en tout cas l'Afrique, en l'occurrence au Burkina Faso, et pour découvrir un nouveau terrain qui était celui de l'art rupestre.
Donc après quelques années au Burkina, tu t'es déployé dans d'autres parties d'Afrique, en l'occurrence en Afrique du Nord et principalement en Algérie, où des rencontres t'ont amené à monter une mission qui a donc été une mission de relevé, d'études, d'interprétation de certains massifs ornés de l'Algérie, et notamment donc ce massif de la Tefes d'Est. Voilà en quelques mots, pour camper un peu le professeur que vous avez devant vous. Alors ma première question, après là, la parole est à toi maintenant. Non, là pour l'instant, après ce sera tout à toi, mais pour l'instant c'est moi qui parle. La première question, c'est que je viens de donner quelques éléments d'itinéraire, mais qu'as-tu ressenti quand tu es arrivé pour la première fois? Alors peut-être pas au Burkina Faso, parce que là ça nous entraînerait trop loin par rapport au livre, mais en Algérie, qu'est-ce qui t'y a amené d'ailleurs précisément en Algérie? Qu'as-tu ressenti? Quels ont été les contacts? Le livre est co-signé avec Slimane Hachi, donc ton collègue et ami. Voilà, donc c'est un peu camper un peu les conditions où tu as initié cette mission franco-algérienne. Oui, je vais répondre. Auparavant, bon, j'ai proposé en image d'ouverture cette magnifique girafe qui fait plus de 2 mètres de long. Enfin, il y en a plusieurs, il y en a 3 au total, puis il y a d'autres choses dessous. Simplement pour vous dire que j'avais fait un choix dans cette présentation qui sera forcément, qui sera forcément schématique. En 1 heure, on peut pas. C'est difficile de résumer 20 ans de travaux. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses, mais j'y reviendrai. Donc, de vous montrer une belle image. Tout simplement, j'ai fait un choix de ne pas faire un catalogue, de ne pas faire un inventaire des œuvres d'art reconnues dans la chaîne montagneuse de la Tefes d'Est, mais d'essayer de donner une dimension d'une réflexion globale sur l'art de la Tefes d'Est d'abord, mais également beaucoup plus large sur l'ensemble des massifs montagneux du Sahara central, du Hogar, pour parler plus simplement, d'essayer de partir in fine dans un moment de nos échanges, de partir à la recherche du sens, essayer de voir comment on peut réfléchir là-dessus. Donc des belles images, je vous en verrai d'autres, mais en fait, ce n'est pas un catalogue que je vais vous proposer. Alors, bon, attendez, là, comment ça marche? Oui, voilà, donc, attendez, là, je ne vois rien, je vais attraper un torticolis, si vous permettez. Je vais me lever, me mettre là. Oui, voilà. Donc, d'abord, rendons hommage dans cette phase de remerciement aux Touaregs, c'est eux les inventeurs. Et l'inventeur, même, c'est celui d'ici, Sidi Bouya, qui lui-même a reconnu, dans les années 1930, peut-être même avant, j'avoue que je ne sais pas exactement la chronologie, parce que Sidi Bouya, que moi, quand j'ai fréquenté les mêmes lieux que lui, il avait disparu depuis longtemps, mais enfin, les Touaregs sont présents. Ils connaissent cet art. C'est eux qui nous le font connaître, c'est eux qui nous guident. Sans eux, on ne peut absolument rien faire. Ne serait-ce que pour la logistique, mais pas que, mais également pour la reconnaissance des sites qui sont cachés dans des rochers, vous en verrez certains, cachés dans des recoins rocheux, etc. J'en profite pour rendre hommage également aux Touaregs que nous avons fréquentés, qui ont été nos guides, qui ont été nos compagnons. Au début, c'était un peu froid, et puis ensuite, vous savez, chez les Touaregs, on partage le plat. C'est-à-dire que c'est une cuvette et on mange ce qu'il y a à manger en commun tout autour. Et à partir de ce moment-là, on mange en commun afin de ne pas rompre l'amitié. On a été admis au bout d'un certain temps, pas immédiatement, au bout d'un certain temps, à partager le repas en commun ainsi. Bien, donc je remercierai à mon tour la librairie Ombre Blanche de nous accueillir ici pour cette communication. Je remercie également les presses universitaires du Midi qui ont accueilli cet ouvrage, et notamment François Bon, bien sûr, avec lequel j'entretiens des relations d'amitié tout à fait évidentes et tout à fait chaleureuses et tout à fait authentiques, bien évidemment. François Bon et François-Xavier Fauvel, qui est le co-directeur de cette collection, de cette série, Sites et cités d'Afrique, c'est comme ça que ça s'appelle. Bien. Je ne manquerai pas de nommer ici mon compagnon de signature, Slimane Hachi, sans lequel, bien sûr, rien n'aurait été possible. En réalité, nous nous sommes un peu partagé le travail. C'est lui qui a organisé le travail, les observations sur le terrain, mais pris par ses occupations de direction, etc., d'un centre national algérien, de centre de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire d'Alger, évidemment une tâche énorme, une tâche administrative et scientifique énorme. Bon, évidemment, il avait moins de temps, un peu moins de temps que moi,
à consacrer à l'étude des sites que nous avons vus. En plus, au début, il n'était pas tellement chaud pour le publier, enfin ça traînait. Bon. Et moi, j'ai avancé là-dedans et nous avons réussi à proposer cet ouvrage. Alors, Préhistoire de la Hagar, j'ai tenu à ce que sur la couverture, le terme préhistoire apparaisse, tout simplement parce que, fort de l'expérience antérieure sur les trois bergers, hein, le livre auquel François faisait allusion il y a un instant, ce livre est passé sous les radars des préhistoriens, des anthropologues, enfin bon, ouais, c'est comme ça. Alors j'ai dit, je ne me ferai pas prendre deux fois. Donc, Préhistoire de la Hagar, c'est vrai, en même temps, ça renvoie à un auteur dont je vais parler, un chercheur du CNRS dont je vais parler dans un instant, et bien sûr le sous-titre est plus important, La rupestre de la TFDS. Je vais en parler. Alors, bon, ici c'est écrit en arabe, bien sûr, vous l'avez reconnu. On me demande, quelle est cette écriture? Quelle est cette écriture? C'est une écriture ancienne, saharienne, hein, qui est contemporaine. Certaines la disent très ancienne, mais je ne crois pas trop, mais enfin qui est contemporaine, par exemple, des écritures que l'on voit en Méditerranée orientale, par exemple. C'est ce qu'on appelle les tifinagh, qui est encore utilisé de nos jours. Hein. Dans certaines régions d'Algérie, notamment en Kabylie, vous avez des calicots, des boutiques, des épiceries, par exemple, qui sont écrits en tifinagh et en français. Bien, donc c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors, on va avancer. Alors, donc là, les équipes, le personnel, évidemment. Le personnel, ici, en 1935, ce sont les recherches. Hein. Ce sont les recherches qui ont été effectuées dans cette montagne. Je vais en parler plus en détail ensuite. Ici, nous avons la mission. J'ai mis lieutenant. Non, enfin, il était capitaine. Il était lieutenant quand il l'a mise sur pied. Ensuite, quand il était dans la TFDS, il était capitaine. Enfin, peu importe. La mission Coche. Hein, c'est lui ici au milieu, c'est lui, on voit bien que c'est lui le chef. Il y a d'autres personnages intéressants à côté de lui, notamment tout à fait à l'extrémité gauche ici, droite pour nous, un personnage que j'affectionne particulièrement parce qu'il a versé mes lectures d'adolescent, et après même encore il m'arrive de le relire, à savoir Roger Frison-Roche, Frisou comme l'appelaient les Touaregs. C'est formidable. Hein, l'autre jour, je pensais, quand, au moment où l'histoire à venir, on parlait de littérature et d'archéologie, mais là c'est fabuleux. Frison-Roche, c'est la piste oubliée. C'est d'abord l'appel du Hogar. L'appel du Hogar, si vous l'avez lu, je pense que certains d'entre vous l'ont lu, ça se lit peut-être un peu moins maintenant, mais ça se passe là. C'est la montagne de la TFDS. Il parle de cette région. Bon, la piste oubliée, le rendez-vous des Saint-Dylaine, je ne sais plus, enfin, il y en a trois. En fait, ça fait une trilogie il a écrit sur le Sahara également. Hein. Ça a écrit sur le Sahara également. Je vais mentionner également la mission de Raymond Coche, je viens d'en parler, qui a travaillé, hein, qui a fait des relevés, qui avait associé à son équipe un autre personnage important ici, François de Chasseloup-Lobat, qui était archéologue, historien archéologue, et qui a assuré une étude qui est sortie quelques années après la mission qui a eu lieu en 1935, qui est sortie en 1938, et il rend compte de ça. Il rend compte de ces observations qui concernent une partie particulière de certains sites de la TFDS. Autre personnage important que je tiens à mentionner, Maurice Lelubre. Tout simplement, il est toulousain. Il était professeur de géologie à l'UPS, hein, à l'université Paul Sabatier, qui est allé en 1947. Alors, c'était un géologue éminent, c'est lui qui a assuré la première couverture géologique du massif du Hogar, et c'est pas que c'est grand, hein, le Hogar, c'est grand, c'est plus grand que la France, hein, en superficie. Donc, il mérite d'être... Et lui aussi s'est intéressé à un secteur où il a effectué, ou plutôt fait effectuer des relevés. Bon, on peut... Discutable d'ailleurs, discutable parce qu'il a mis la paroi au carreau à certains endroits. Alors ça, c'est plus facile c'est plus difficile à digérer, peu importe. Un hommage appuyé à Jean-Pierre Maître, qui est chercheur du CNRS, qui est un chercheur solitaire et qui a établi dans cette région, tout autour de cette région du Hogar, l'archéologie préhistorique. Il a fait des fouilles. Il s'est attaché aux cultures matérielles, notamment aux céramiques. Et il a démontré un certain nombre de choses, notamment qu'il y avait un continuum de céramique. Je pourrais entrer dans le détail, mais ça m'amènerait trop loin. Il y a un continuum qui, d'ailleurs, gêne un peu certains néolithiciens de voir que ce qu'on appelle le néolithique de tradition soudanaise, par exemple, couvre un territoire immense au cœur du Sahara.
C'est en contradiction avec ce qu'on peut voir par exemple en Europe, où les cultures chasséennes, enfin bon, etc., correspondent à des territoires assez fortement compartimentés, assez fortement différenciés. Tandis qu'au Sahara, il y a des différences selon les zones, mais ce sont des différences dans les décors, dans les formes, mais ce sont des différences statistiques. D'ailleurs, il n'y a pas de rupture. Bon. Les missions dirigées par Slimane Achik, qui est quelque part ici, avec le chapeau et la barbe. J'ai mis 2005 parce que la photo date de 2005. De 2005, mais nous avons commencé en 2002-2003. Et jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Bon, puisque actuellement, mais là, je pense que je vais prendre un peu de champ, dans une autre région du Hogar est en perspective à laquelle il m'a demandé de participer. Bon, voilà, et donc bien sûr, là, ici, c'est un peu de folklore archéologique, que tous les archéologues aiment bien le soir autour du feu de camp, c'est la tegala, vous savez, qu'on cuit dans le sable. Bon, enfin, je ne vais pas vous donner la recette, c'est assez dur, c'est quelque chose de difficile. La logistique est intéressante quand même. On marche à pied et tout passe par les ânes, on ne peut pas faire autrement. La convention de coopération entre l'université de Toulouse, UTM d'abord, puis Université Toulouse-Jean Jaurès, et le Centre national, etc., est passé par l'accueil d'étudiants à divers niveaux, des masters, enfin des maîtrises à l'époque, puis masters, certains doctorats également, qui ont été soutenus ici, à l'université, tout simplement parce que l'archéologie avait besoin, je ne vais pas entrer trop dans les détails, avait besoin au début du XXIe siècle d'un certain renouveau après 10 ans de difficultés traversées par l'Algérie au cours de ces 10 années, la décennie ces années de braise, pour rester dans l'euphémisme et sans entrer trop dans le détail. Je vous renvoie à certains écrivains célèbres dont on parle de temps en temps. Bon, donc, et il y a eu un accord, il y a eu des échanges qui se sont faits, et automatiquement, ils sont venus à Toulouse, et nous sommes allés à Alger. Enfin, Alger est plus loin qu'Alger. Bon, voilà, François, bon, le Hogar en Algérie, bon, je pense que ça va vite. Ici, le massif, ce qui est intéressant, évidemment, c'est un véritable château d'eau à l'époque. Mais c'est également un endroit, enfin un lieu de montagne, et c'est important, je reviendrai sur cette idée de montagne, vers laquelle tous les cours d'eau convergent, vers lesquels tous les cours d'eau convergent. C'est-à-dire que c'est un lieu de réunion, un moment où va s'effectuer un phénomène tout à fait particulier que vous connaissez, à savoir la désertification, l'aridification de la zone. Alors ici, une carte qui tient compte des altitudes et des courbes de niveau, tout simplement pour vous montrer le bassin de l'Oued Mertoutek. C'est un vaste bassin qui doit faire 25 km de long à peu près, qui est au cœur de la TFDS, ici au cœur, vraiment au cœur. C'est fermé, c'est un milieu clos qui a développé des tendances picturales tout à fait originales, mais en même temps qui est ouvert sur l'extérieur. Bien sûr, on ne peut pas concevoir un espace au Sahara qui ne serait pas en interrelation avec l'extérieur, avec tout ce qu'il y a tout autour. Mertoutek, ici, c'est le village. C'est un village touareg sédentaire, bâti en dur. Il y a encore des nomades, du nomadisme, ça existe, des campements, on en voit de temps en temps, mais enfin, il n'y en a plus beaucoup. Là, ils sont fixés, il y a une école, il y a un terrain de basket. Bon, enfin, ils se plaignent de l'isolement, mais enfin, bon, c'est comme ça. Et je l'ai mis en vert parce que c'est une véritable oasis qui naît de l'écoulement naturel de l'eau provenant des pluies orogéniques. Là aussi, c'est un facteur, mais j'y reviendrai, un facteur intéressant. Alors, bon, quelques images, pour vous transporter par l'image dans ces paysages ici. Bon, il y a des monolithes, c'est du granit, du pur granit. J'ai parlé de géologie tout à l'heure avec Maurice Lelibre, mais c'est du granit pur, vraiment pur et dur, très altéré, et qui a donné, les altérites ont constitué des plateaux très vastes. Il faut pratiquement une demi-journée, ça continue par là-bas et ça continue de chaque bout, plus d'une demi-journée pour le parcourir. Idem ici, il y a 4 heures ou 5 heures de marche d'un bout à l'autre. Donc des espaces. C'est pas du sable, c'est des altérites, c'est à base d'altérations, donc des feldspaths et des micas, etc., qui ont donné des argiles. Donc des terrains qui sont susceptibles de retenir l'eau et de donner
naissance à des packages, enfin à des espaces en herbe tout à fait propices à l'élevage des animaux et notamment des bovins. Bon, ça, évidemment, là, c'est difficile de s'imaginer, de reconnaître le paysage antérieur. François. Alors, justement, là, maintenant, on va passer maintenant aux images. Et vous allez y reconnaître des animaux que vous ne pouvez pas supposer être très confortables dans ces paysages lunaires tels que Michel vient de vous les présenter. Alors, tu as évoqué le mot néolithique. Je pense que c'est un mot qui est connu de à peu près tout le monde. Là, on sait que le néolithique, finalement, c'est ce grand changement dans les modes de vie des sociétés à l'époque préhistorique, en l'occurrence avec l'acquisition de la domestication animale et de la domestication végétale, qui touche tous les continents et qui a effectivement touché l'Afrique du Nord et notamment le Sahara. Tu vas nous dire un petit peu quand, voilà, mais ça va venir après peut-être, voilà. Oui. Mais est-ce que tu peux nous dire un mot de ce Sahara vert, justement, de l'époque où c'était des prairies? Oui. Sahara vert, c'est un... Bon, l'image ne correspond pas à ça, mais je réponds à ta question. Le Sahara vert, c'est une image un peu abusive. Hein. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un bon documentaire à la télé, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Bon, enfin, parce que des fois, je me mets en colère quand je ne suis pas d'accord. Bon, peu importe. Mais Sahara vert, en fait, nous verrons, nous allons avoir des images justement sur les zones bioclimatiques au Sahara, à l'échelle de toute l'Afrique du Nord, et il y a malgré tout des espaces qui sont en steppe. Bon, la steppe peut avoir des moments où les plantes sont vertes, ça existe. Mais enfin, c'est pas forcément quand même, c'est pas la Normandie, quoi. Voilà ce que je veux dire, hein, évidemment. Bon, ici, puisque j'ai cette image il y en a deux, je crois, j'ai cette image sous la main pour vous montrer un peu les difficultés pour extraire l'information. Parce qu'on est là, dans un espace, vous avez vu, difficile, avec des blocs, c'est difficile, hein, c'est pénible, il fait très chaud en plus, c'est souvent, même en y allant en février, je vous garantis qu'à des moments, ça tamponne. La nuit, il fait froid, hein, des températures négatives sont fréquentes, on a vu du gel ou de la neige, mais la journée, il fait très chaud. Alors, bon, voilà un site, hein, voilà un grand site dont je vais vous parler à plusieurs reprises. Le collègue ici donne l'échelle, mais on ne voit rien. C'est tout, c'est en plein air. Hein. C'est soumis au vent chargé de poussière, au rayonnement solaire, etc. On ne voit rien. Donc il faut appliquer des méthodes un peu particulières que j'ai résumées là sous l'aspect d'une image, d'un détail qui quelque part par là, qui doit faire, je ne sais pas moi, 40 cm sur un peu plus, peut-être 50 cm sur 50 cm, qui grâce à des traitements infographiques, ce qu'on appelle le logiciel Destresh, bon, c'est un Américain qui a mis ça au point, on pousse les manettes et on arrive à avoir ce genre de choses, à pouvoir le lire. Mais on a simplement une partie restreinte, 50 cm sur 50 cm à peu près, pris avec un objectif de 20 mm à 40 cm de la paroi. Vous voyez ce que ça donne. Alors, souvent, certains collègues se contentent de ça. Moi, j'ai dit, ça ne me plaît pas, ça. Faire des œuvres comme si c'était voir les œuvres comme si c'était des œuvres de chevalet, c'est pas bon. Moi, je veux voir la totalité. Je veux voir la totalité, voir l'interrelation entre les œuvres. Et voilà ce que ça donne. Alors, en faisant une mosaïque, l'image c'était ça, hein, en faisant une mosaïque comme ça, en les associant, on arrive ensuite, en calquant, par un système d'infographie, hein, je travaille sur un ordinateur, à restituer, hein, je pense que le mot restituer est fort, à restituer l'ensemble de la scène. L'ensemble de la scène, avec par exemple ici, c'est ce détail-là, hein, ce détail où on a une sorte de salon de coiffure avec ces deux jeunes filles. Hein, bon, je pense que je ne me trompe pas, c'est 2 ou 3 jeunes filles ici qui sont en train de se coiffer. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là où on sort de la belle image, la composition est étonnante, hein, ça fait quand même, là il n'y a pas d'échelle, mais enfin bon, ça fait 3 ou 4 mètres comme ceci et 2,50 m comme cela, hein, à peu près. Alors, la comparaison ici, je n'ai pas résisté à la tentation, puisque nous sommes en période de festival de cinéma à Cannes, et j'ai mis, ça on ne le voit pas trop bien, mais enfin, l'affiche du film d'Hermann Olmi, L'Arbre au sabot, qui est tout à fait fabuleux. Mais il y en a d'autres, hein, mais j'ai pris celui-là parce que le film est fantastique pour ceux qui l'ont vu. Alors, on ne le voit pas trop, je l'ai mis en détail, j'ai dit quand même, il ne faut pas trop abuser. Mais enfin, nous avons au fond ici, comme là, des scènes anecdotiques,
avec des labours. Ce sont les paysans de la plaine du Pô au début du XXe siècle. Ce sont des fermiers, des métayers, des choses comme ça, des gens qui ont la vie très dure. Et nous avons ici un détail, un moment important, cette femme qui soigne sa vache malade. Hein, c'est sa raison de vie, c'est son moyen de subsister, avec une bouteille de Chianti, etc. Et nous avons ici le sujet principal. En gros, vous voyez la différence de taille. On le retrouve exactement ici, avec une scène. Bon, on va commencer par le haut, avec ici les bœufs. Centrale, en haut de la pyramide, ici la scène centrale, avec un enfant ici et des personnages qui se rencontrent, qui parlent. Cette notion de rencontre est très importante. Je crois que le dialogue, la parole, nous le verrons dans un instant. Et en bas, des scènes anecdotiques qui présentifient, qui donnent situent l'action l'action centrale ici dans un paysage, dans un contexte quotidien, de vécu. Ici, il joue de la musique, du tambour, peut-être, bon, elle se coiffe, etc. Ici, il y a le festival, il y a la palme, qui joue le rôle des bœufs, et à l'unanimité. Moi, j'ai été frappé par cette ressemblance. Peut-être vous me direz que j'abuse un peu, je tire, mais bon, c'est quand même... la construction est intéressante. C'est ça qui est intéressant. C'est savoir... Finalement, au-delà de la construction, au-delà de l'image, au-delà de la construction, on essaie de voir ce qu'on a bien voulu montrer, l'accent sur lequel on a voulu insister. Bon, alors, toujours à partir de là, non, c'est la suite, François. À partir de là, chaque site, vous reconnaissez le site dont nous venons de parler ici, chaque site a une fiche, bien sûr, et répertoriée. Il y en a environ 150. Je dis environ, ça paraît curieux, mais parce que parfois vous avez simplement une gravure, ça compte pour un ou pas. Bon, ce sont peu importe. Mais 150 sites différents environ. Et là, celui-ci, pardon, attendez. Ici, vous avez la fiche ici. Hein, vous reconnaissez ça, le site global, et à partir de chaque fiche, chaque enregistrement, chaque restitution, je le dirais, à partir de chaque restitution, sont extraits les diverses représentations, une à une, par le système de calque infographique, c'est du boulot, un système de calque infographique qui permet de définir les styles, un peu au pif, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir de là, je définis des critères, des éléments qui me permettent ensuite de définir ici, dans une analyse, dans des analyses factorielles, de définir des attributs pour 256 représentations humaines. Alors, ça, c'est construit, ce tableau est construit par un certain nombre de critères ici qui sont les mesures à partir d'une représentation de l'homme de Vitruve, pas l'exhibitionniste de Léonard de Vinci, mais ici la représentation de Di Giorgio Martini qui nous donne la même chose, c'est la même chose avec les mêmes proportions, mais pour moi ça a été beaucoup plus facile à utiliser que l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, avec un système de division en 40 parties, en 20, en 10, etc., qui évite de faire des calculs, de mesurer chaque fois, de poser. Là, c'est directement. Et ça donne ce genre de choses pour la typologie. C'est quand même intéressant. Une fois que j'ai fait ça, j'ai dit non, alors là, vous avez les diverses classes. Celle-ci, c'est la classe verte, je ne sais plus, non, rouge, ici. Ici, nous avons la classe verte, c'est-à-dire celle-ci, mais c'est égal, la même chose pour les deux autres. Ça permet de donner des types. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai dit non, il aurait mieux valu mettre les bœufs. Pourquoi ? Parce que pour les bœufs, là, ici, si on regarde cette répartition, c'est assez éclaté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. Tandis que pour les bœufs, il y a la même chose, même type de classification, mais il y a un compartimentage dans le temps, ce qu'on appelle un effet Goodman, qui fait que ça s'ordonne et vraisemblablement ça fait une typologie chronologique. Peu importe, ça vous montre comment on peut manipuler l'information. 4, François. Là, on va rentrer dans le cœur du réacteur. Mais il était quand même très important que Michel vous montre, déjà par ses premières images et par la démarche qui a été la sienne, le travail que vous mesurez aisément
de très très longue haleine, de décortiquage de centaines et de milliers même d'images qu'on retrouve dans le livre. Là, on n'a pas présenté la structure du livre, mais grosso modo, le livre est structuré en 3 grandes parties principales. La première partie, c'est à peu près ce que tu nous as présenté au début. En tout cas, c'est l'état de l'art, la présentation du territoire, etc. etc. Et la deuxième partie, qui est en nombre de pages la plus copieuse, qui fait à peu près 400 pages, qui est l'inventaire détaillé de chacune des œuvres que Michel a ensuite soumis à ce type d'analyse pour parvenir à proposer des pistes d'interprétation, de réflexion qu'il va maintenant nous livrer. L'inventaire enfin moi je le trouve, c'est pas parce que je suis éditeur de ce volume, mais je le trouve absolument merveilleux à feuilleter parce que vous promenez dans un paysage iconographique auquel vous êtes peut-être déjà familier, peut-être pas du tout, mais qui montre à quel point cet art est une des grandes pages de l'histoire de l'art de l'humanité en général. Il y a des œuvres absolument magnifiques. Alors il faut reconnaître que là en fait c'est presque autant l'art de Michel Barbazan parce que non, ce sont tes relevés. Donc il y a l'œil de Michel bien sûr qui a choisi de mettre en valeur les motifs de telle ou telle façon, mais en même temps, je le sais, avec une recherche d'une très très grande fidélité. Mais là, on n'aura pas le temps de trop rentrer peut-être là-dedans, mais bien sûr, le relevé préhistorique, c'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité de la préhistoire, c'est que vous avez vu tout à l'heure, quand je vous montre une photo, on voit rien. Donc il y a forcément un média qui permet de donner à voir à travers la technique du relevé. Et c'est ce qui vous est proposé dans cet inventaire de 400 pages qui est absolument splendide. Mais évidemment, tout ça, c'est pas une fin en soi de faire ces relevés. C'est maintenant, on va aborder la question de l'interprétation de cet art, sa mise en contexte social et idéologique. Oui, un mot sur les relevés, c'est bien sûr subjectif. Je reconnais, j'assume la subjectivité. Mais dites-vous bien que c'est une pratique que je partage avec un certain nombre de collègues de talent, préhistoriens, mais pour d'autres périodes. Mais c'est une pratique qui est critiquée. On a dit que des photos, que des photos. Des photos, on ne voit rien. Parce que là, je vous ai donné un exemple, mais il y a pire que ça. Vraiment, il faut aller le chercher, je vous garantis. Alors, bon, moi je dis, quand j'ai eu des critiques, je dirais à la limite de l'insulte même. Lors de colloques, choses comme ça, il n'y a pas obligé. Et là, il s'est encore fâché, vous avez compris. Voilà, faites attention dans vos questions tout à l'heure, les uns les autres. Je l'ai cité dans le bouquin. Donc, bon. Non, alors, quand je reçois une telle charge, ça peut arriver, je leur dis, écoutez, vous allez sur le terrain, vous faites des photos, vous faites des relevés, vous revenez et on en discute. Alors, ça calme bien les gens. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, non, c'est vrai. Bon. Oui. Attends, voilà, les photos, bon, là, on voit rien. C'est la paroi, ici, on voit rien. Bon, la photo, ici, je peux y rester, je peux y rester longuement. Il y a des systèmes, avant, ils faisaient avec ce qu'on appelait l'éponge magique, c'est-à-dire, ils prenaient une éponge, de l'eau, et tchaf, c'est-à-dire qu'ils saturaient les couleurs. Alors maintenant, nous avons des appareils, on passe notre temps derrière l'écran, ou devant l'écran de micro, il y a des logiciels qui permettent de saturer, de faire la même chose que faisait l'éponge magique. La différence, c'est que nous, on n'esquinte pas la paroi. La paroi, moi, quand je suis parti, elle était comme quand je suis arrivé, exactement. Donc, et ensuite, je travaille par mosaïque. Alors, bon, j'ai d'autres exemples de mosaïque. Bon, mais enfin, j'ai pris celui-là parce que l'image en elle-même est quand même beaucoup plus intéressante. Elle est structurée. Bon, c'est pour ça que mais c'est une juxtaposition de petites images. Et une fois que j'ai fait la mosaïque de photographie, je mets un calque. C'est de l'infographie. Je mets un calque virtuel, un calque informatique, et je redessine tout. C'est pour ça que François a dit, c'est vrai que c'est une interprétation. Mais je redessine tout. Tout est redessiné. Là, il y a facilement, c'est un des premiers en 2003, mais c'était, j'ai mis 15 jours. 15 jours de travail. Ah oui, la girafe, je l'ai faite plus tardivement, j'ai la même maintenant. C'est une semaine. C'est du boulot, hein. Puis ensuite, ce qu'on peut faire, là, c'est pas le lieu, mais dans la girafe, si vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai vu que quelqu'un avait montré un personnage blanc. Un personnage en blanc, mais il y a une stratigraphie. Donc, moi, virtuellement, je peux... C'est le travail de l'archéologue qui fouille, qui dit, là, maintenant, on change de couche. François sait très bien à quoi je fais allusion. Et il prend un pari parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dessous. Ben là, moi aussi, je vois des trucs, je dis, ça, je le mets là, je le mets là, en fonction de ce que je sais, de ma culture, etc. Du contexte, je dis, je peux faire des stratigraphies. Là, je ne rentre pas dans ces détails ici, mais je peux arriver à faire ça, à ordonner dans le temps tout cela. Bon, ben, c'est la magie de l'infographie. Bon,
C'est tout. C'est beaucoup de travail. On va avancer. Quelle heure c'est? Oh, ça va. Bon, 4. Alors, là, nous en sommes à l'environnement. Vous remarquez, au passage, que j'ai mis volontairement, disons, la présentation rapide de l'environnement, non pas en deuxième partie, avec le relief, etc., avec le milieu physique. Je l'ai mis là tout simplement parce que le paysage avec tous les facteurs qui le conditionnent. Alors je vous renvoie aux travaux de Georges Bertrand, notamment, le géographe, le président de l'université, géographe spécialiste de l'histoire des paysages, etc. De la géographie, c'était un géographe, de la géohistoire des paysages. Bon, tout simplement parce que cet environnement, ces contingences climatiques constituent un acteur à part entière de l'interprétation. On ne peut pas le dissocier de l'ensemble. Alors, en 2 mots, vous avez ce qu'on peut appeler ici le Sahara vert, regardez le lac Tchad, par exemple. Regardez, par exemple, le bassin ici du Tchad ou Bangui-Chari, qui communique pratiquement avec le bassin du Nil, par exemple. Ici, le delta intérieur du Niger. Ici, ils l'ont mise sur la carte qui est due à Nicole Petimer et Philippe Bouis. Ils l'ont mis en bleu ciel, comme une zone marécageuse. C'était certainement un lac. Pour les gens qui connaissent ce coin, actuellement, il y a des barques qui passent. Ça ressemble un peu à ça. C'est au Burkina, actuellement. Sinon, ici, c'était quand même ça. C'était quand même... ce sont des photos récentes, bien évidemment. Vous avez en rouge, là, ici, les limites actuelles. Les limites actuelles qui vous montrent que le Sahara... Pléistocène terminal, c'est-à-dire avant 12 000, 14 000, par là, depuis 20 000, depuis peut-être un peu avant, même 25 000. Le Sahara était plus vaste que ce qu'il est actuellement. Bon, ça nous donne le maximum glaciaire, dernier maximum glaciaire, mettons 14 000 avant notre ère, par exemple. Et ici, nous sommes aux environs de peut-être 8 000 avant notre ère, des choses comme ça. Ça vous donne une idée quand même des différences. C'est-à-dire qu'on va passer finalement en quelques millénaires de cette situation. Chaque point bleu ici, ce sont des lacs ou des marigots ou des mares, etc. Et on va passer de cette situation à celle-ci. Et c'est en cela que les contingences de la nature constituent un facteur extrêmement important, enfin déterminant, de la mise en perspective de la recherche du sens, de l'interprétation. Bon, alors voilà l'ensemble. Le néolithique, c'est particulier, le Sahara. Bon, ça a fait l'objet de discussions avec Jean Guilaine, parce qu'il s'intéresse, il est jamais allé, il est venu au Sahara, mais pas pour le néolithique. Les premières céramiques sont précoces, très précoces, presque aussi précoces qu'au Japon. Vous savez, il y a la céramique au Jomon, etc. Elles sont très précoces. On a l'impression que très tôt au Sahara, le néolithique commence et se développe. On a affaire à des populations de chasseurs, alors moi j'ajoute pêcheurs, cueilleurs, et ensuite qui vont devenir, à partir de là, éleveurs. Ils vont cumuler ces 3 ou 4 activités. Le néolithique, à proprement parler, existe, bien sûr, il existe pendant cette période ici, comme ça, là, qui se développe, ça continue. C'est un néolithique qui sera toujours incomplet, qui n'aboutira pas, tout simplement parce qu'au moment où l'agriculture, la culture des céréales, par exemple, qui se développe ailleurs, au Proche-Orient, puis en Europe, etc., en Méditerranée, au moment où l'agriculture pourrait apparaître et se manifester, tout simplement, les phénomènes d'aridification arrivent et là, stop net, et les petites expériences. Ce n'est que dans les oasis, dans la vallée du Nil, bien sûr, précocement, où le néolithique existe, mais également dans les oasis, mais tardivement. Là, dans les oasis, qu'on aura de la culture. Nous en reparlerons dans un petit instant. Dans les oasis, dans les lieux où il y a de l'eau, simplement. Mais le néolithique plein et entier, comme par exemple on l'a dans le nord, en Afrique, enfin dans l'Atlas, dans l'Atlas, que ce soit en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, ce qu'on a appelé le capsien, le néolithique de tradition capsienne, etc., puis le cardial ponctuellement au Maroc, ensuite les cultures néolithiques, ça n'existe pas. Il y a de la céramique, mais elle reste sensiblement inchangée. Et les systèmes économiques
eux-mêmes, disons, restent fixés à l'élevage. Essentiellement l'élevage. Peut-être qu'il y en a la collecte, bien sûr, mais quoique pour l'instant, les données archéologiques strictes sont quand même assez ténues. Hein. Il y a peu de fouilles. Il y en a, mais il y a peu de fouilles. Bon. Ce graphique, bon, voilà pour le néolithique. Je répondais à François. Ici, le nombre des lacs. Je pense en écoutant les premières remarques, vous avez vu la descente très nette du nombre de lacs pour arriver à leur disparition quasiment. On voit bien avec la chronologie, l'aridité, la pluviosité. Bon, chronologie qui est avant le présent, hein, là, Michel. C'est, les dates, c'est 10 000, par rapport au présent. Voilà, c'est 8 000 avant notre ère. Quoi, c'est 2000 ans en moins. Hein, vous faites la soustraction, si vous voulez, par rapport à Jésus-Christ, si vous voulez, ou par rapport au début de notre ère. Ouais. L'habitude. Maintenant, il y a une troisième notation, c'est calibré. Alors là, ça change. Bon, on va laisser tomber parce que même nous, enfin moi, des fois, je m'y perds. Les animaux, la grande faune éthiopienne. Pendant longtemps, on a considéré que lorsqu'il y avait des gravures ou des peintures, comme la girafe par exemple, on considérait que c'était un art de chasseur. Uniquement un peu à l'exemple de ce qu'on avait en Europe. En réalité, la grande faune éthiopienne existe depuis le début, avec ici des... comment ça s'appelle, enfin, des buffles. Ouais. Des éléphants, des animaux de milieu humide et des girafes. Mais on en a jusqu'à l'assèchement définitif du Sahara, jusqu'à la désertification, hein, tout simplement. Et puis de toute façon, ces animaux pouvaient être vus 1000 km plus au sud, vous pouvez les voir. Mais enfin, ce n'est pas un art de chasseur, c'est un art qui vient, et la girafe que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait une stratigraphie, bon, je n'ai pas insisté, parce qu'il ne faut pas le temps, et je n'ai pas insisté, mais on s'aperçoit qu'il y a des phases antérieures qui ne renvoient pas à l'art des chasseurs, bien évidemment. Un moyen de dater, c'est très difficile, hein, j'ai consacré un chapitre en disant les difficultés de dater l'art rupestre. Il y a eu quelques datations, bien sûr, mais un élément tout à fait intéressant, c'est l'introduction des bovins, qui arrivent du Proche-Orient, tout domestiqués. Hein. Ils sont précoces, ils apparaissent précocement dans l'île de Chypre, par exemple. Ils ne sont pas allés à la nage à Chypre, on les a transportés sous forme de veaux, mais on les a à partir de 7000, 8000 avant notre ère, hein, avant le début de notre ère. Donc c'est très précoce. Et ensuite, progressivement, on a des stades successifs qui montrent la pénétration de ces bovins. Avant, il y a peut-être eu les chèvres et les brebis. Bon, et les bovins et les caprins, les ovins et les caprins qui rentrent un peu avant. Il y a quelques sites. Mais les bœufs arrivent là vers, en gros, 5000. Hein, ça vous donne une date ronde. Puis, ici, je les ai mis. Puis, le cheval, lui, arrive vers 2000. Hein, vers 2000. Avant 2000, il n'y a pas... Chaque fois, j'ai une crainte parce qu'il y a un animal, un équidé sauvage qui se balade, pas les ânes. Les ânes, il y en a déjà depuis longtemps. Mais il y a un équidé qui se balade, bon, peu importe, il est discuté, etc. Mais à partir de 2000, là, il y a du cheval et ils sont représentés. Donc, quand vous avez un cheval, en général, c'est tardif. C'est la proto-histoire. Hein. Donc, voilà, vous voyez le cadre. Hein. Le cadre 5000, 2000. Bon, après, les chameaux, enfin les camélidés et les dromadaires, et ici apparaissent avec la conquête romaine à peu près, hein, ça, ils sont introduits. Je ne rentrerai pas dans le détail d'ici, hein, je ne rentrerai pas dans le détail de tout ça, des têtes rondes, il faudrait y passer 25 heures. Hein, bon, il faut lire le livre. Oui, voilà, lisez-le. Oui, j'en parle. Très bien, François. Non, on essaie de défendre les presses universitaires du Midi, hein. Bon, il est évident que dans l'affaire, l'intérêt, c'est que les presses du Midi entrent dans le... Bon, hein, c'est ça, on peut le dire. Bon, allez, on le dit. Allez, on est entre nous. Bon, donc je peux avancer. Hein. J'avance. Les monuments, on en verra un tout à l'heure, là, ici, intéressant. Bon. Et après, donc, une succession, tête ronde, bovidien, j'en parlerai, cabalin, camelin, vous voyez, le cabalin, pardon, les chevaux, hein, arrivent ici, bon, avec un certain nombre de sites, etc. Bon, enfin, bon. Je vais passer. Bon. Le rôle de la montagne. J'y viens doucement. Vous voyez le monument ici, à Antenne, ce tumulus à Antenne ici, magnifique avec la vallée de Mertoutek ici, actuellement, bien sûr, bien évidemment, dans ces montagnes, et le cours
Pardon, je ne vois pas. Le cours de l'oued de Mertoutec, ici, qui serpente et qui descend depuis en haut du bassin, enfin les sommets bordant le bassin versant de Mertoutec. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai dit Mertoutec, c'était en vert. Regardez, formidable. Ici, nous avons du blé dur. Nous avons de la vigne. Vous verrez dans un moment un figuier. Il y a de la tomate. Ils cultivent tous les légumes méditerranéens, ou les courgettes, etc. Il y a vraiment tous les légumes grâce, non pas à des pompages, non pas à des choses artificielles, mais tout simplement à un écoulement naturel. Il y a une sorte de miracle de la montagne qui, grâce aux pluies orogéniques, permet de rassembler cette eau et de permettre ces cultures, permettre l'établissement d'un village ici qui est tout à fait, que l'on voit ici de part et d'autre, de ce resserrement alors là, le ruisseau est actif, hein. Je me souviens que, bon, enfin, souvenir. Et tu le vois un peu comme une zone refuge? Exactement, voilà. Je vais, voilà, ça vient. D'abord, c'était plus long, initialement, mais je l'ai coupé pour ménager les effets. Je veux dire par là que même quand il peut se produire que de 1 an, 2 ans, il ne pleut pas. Il ne pleuve pas. Mais à ce moment-là, ils font un trou un peu plus profond, ils arrivent à trouver l'écoulement sous nappe, et qui permet des quantités d'eau suffisantes pour irriguer leur culture maraîchère, en quelque sorte. C'est vraiment étonnant, quoi. C'est vraiment étonnant. Alors, bon, là, voilà, la montagne devient une zone de refuge. Alors, c'est le seul grand tableau qui semble très compliqué, mais en fait, c'est quand même simple. C'est quand même simple, on va le voir. On va d'abord débroussailler ici, hein, l'ardification, vous allez être convaincus maintenant, en paléoécologie, l'ardification, phénomène discontinu, mais constant. C'est-à-dire que c'est pas chaque an un peu moins. C'est des périodes de sécheresse intense, puis il pleut, puis de nouveau, etc. Bon. Et deuxièmement, la rétraction des terrains de parcours. Ces terrains de parcours que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est-à-dire ces espaces grands, se réduisent, que ce soit tout autour du Sahara, qui était peuplé, sans problème, là il y a de l'archéologie, mais également dans les zones de montagne. Il y a certainement, là c'est l'interprétation, hein, il y a une certaine rivalité qui a été analysé dans les rivalités et qui détermine les comportements sociaux. Ce lampadaire m'agace. Les comportements sociaux. Alors, il y a un philosophe, anthropologue, il se définit mal, qui s'appelle René Girard, qui devient à la mode. Alors, René Girard, je l'ai mis ici, la bibliographie. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres ouvrages. Voilà, c'est ça, le bouc émissaire, etc. Et justement, c'est ce qui est intéressant. Alors, il parle de mimétisme, non pas d'imitation, mais le mimétisme, c'est une tendance globale d'un groupe social, des groupes sociaux. C'est-à-dire qu'ils font les uns, toi tu fais ça, moi aussi je fais ça. Le voisin fait une chose, moi aussi j'élève les... Et ainsi monte une véritable rivalité mimétique qui, lorsque ça monte, peut dégénérer en crise mimétique et arriver à la guerre, tout simplement. Alors la guerre, il y a 3 positions. Soit il y a un vainqueur, et à ce moment-là, il y en a un, le rival est éliminé. Soit ce sont tous les deux qui sont éliminés. On a vu ça dans les guerres où finalement tous les participants étaient... Il y a des exemples dans l'histoire qui sont tout à fait connus. Donc tous les deux sont éliminés. Ou alors on trouve une situation de compromis. Et c'est ce compromis, dans le fond, qu'on peut peut-être voir au travers de l'art rupestre. L'art rupestre lui-même participe à ce compromis. Alors là, j'ai mis en dessous, la cristallisation du mythe. Le mythe, moi, j'ai toujours été gêné par le mot mythe, parce tout le monde parle de mythe, mais il y a peu de gens qui le définissent bien. Le mythe, pour moi, c'est en quelque sorte, le mythe est à la société ce que la psychose est à l'individu. C'est-à-dire que c'est un ressentiment, c'est un stress, c'est une crispation mentale, désagréable, mais qui affecte le groupe social. Bon, ça mériterait, bien sûr, ça mérite des développements, mais en fait, j'en parle dans ce livre, mais je l'ai développé dans un livre dont je viens de finir la rédaction, et qui paraîtra peut-être un jour quelque part. Bon, je ne sais plus ce que... Oui, alors donc, la psychose, si elle se confirme, devient maladive, devient pathologique, et peut finir en schizophrénie. Tandis que le mythe,
sociale, en quelque sorte, est un moyen de penser cette société, de la considérer, de la traiter globalement. Au milieu, j'aurais dû peut-être le présenter différemment, j'essaie de retrouver la place, de comparer la place de l'archéologue ici et de l'artiste. L'artiste, bon, il capte ce que j'ai appelé la mythogénèse, le moment de mythogénèse, le moment où le mythe, le récit mythologique, on va parler, ça sera beaucoup mieux, le moment où le récit mythologique se forme au sein de son groupe, la mythologie, c'est-à-dire le récit lui-même, mythologie, c'est le récit lui-même, auteur, la mise en récit, et ensuite il le dessine, c'est-à-dire qu'il capte ce récit, il en capte la structure. Là, je vous renvoie à des pages importantes de Claude Lévi-Strauss qui dit justement, l'artiste saisit le récit, le mythe, pour lui, dans sa structure essentielle et le traduit en image. C'est ainsi qu'il faut considérer l'image. Bon, et ça s'arrête là. Bon, lui, l'artiste, il a terminé. L'archéologue, le pauvre archéologue que nous sommes ici, lui, il est là. C'est-à-dire qu'il regarde, il est à notre place, on regarde la paroi tout simplement, on la regarde et puis on essaie de comprendre ce que l'artiste a voulu nous montrer, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure avec c'est la structuration de ce grand panneau. De la mythographie, on essaie de retrouver le récit sous-jacent et de trouver la mythogénèse, de retrouver ces deux étapes. Ah bon, là, nous en sommes ici. J'ai prononcé le nom de Claude Lévi-Strauss. Pour les mythes, j'essaie de résumer un peu sa pensée, c'est pas facile. Il dit que pour avoir la totalité du mythe, c'est-à-dire du récit mythologique, il faut prendre toutes les versions, je crois que c'est dans La Voix des Masques, il faut prendre toutes les versions et les rassembler et voir comment elles se complètent. C'est-à-dire que il y a une sorte de ce que moi j'appelle, parce que l'expression me plaît assez, le champ général, à la dimension du Hogarth, tout entier. Il y a une certaine homogénéité, même s'il y a des particularités régionales. J'ai dit que la TFDS était quand même un monde un peu à part, même si c'était ouvert sur l'étranger. C'est-à-dire que dans un instant, je vais devoir faire appel à des éléments, des figures extérieures, pour arriver à évoquer de manière visuel en quelque sorte, ce champ général. C'est le canto général de Neruda, c'est un autre folklore. Enfin, le champ général vous dit bien pour moi ce que cela veut dire. Bon, alors la guerre, on a parlé de la guerre. Ben, la guerre elle est illustrée, ce ne sont pas mes relevés. Ce sont des que j'ai retrouvés, j'ai mis en fenêtre, etc. Mais regardez celui-ci, je l'ai mis en grand. Là, il y a un bœuf ici, puis là, ceux-là, les arcs, et puis ceux-là, ils ne sont pas contents, ils le suivent, etc. Puis ça dégénère, ce sont d'autres lieux. Ouais, Wanami, là, c'est loin, c'est à 1000 km. Nous avons ici des gens qui commencent à s'affronter. Ici, ça chauffe encore plus ici. Regardez les flèches, il y a des... Bon, la guerre, indubitablement, la guerre existe. La guerre existe, elle est dénoncée. Malheureusement pour moi, enfin, pour ma démonstration, au moins pas pour moi, parce que dans le fond, ça ne me fait rien, mais pour ma démonstration, il n'y a pas de scène de guerre en TFDS. C'est un lieu clos, peut-être, qui a su se préserver de l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas élaboré des dispositions pour justement assurer, dans cet art de la guerre, le laisser à l'extérieur et pour assurer ce qu'on peut appeler la culture de la paix. Bon. Alors, le thème central, c'est le troupeau. Le troupeau dont il existe des centaines, des milliers de représentations. C'est le thème central, c'est vraiment l'obsession. Je traduis ça un peu pour schématiser, mais en fait, c'est la préoccupation essentielle. Le troupeau est tout omniprésent, dans tout le Hogarth. Alors cette scène ici, cet ensemble, on a un berger ici avec son chien, il y en a un autre ici, ça c'est plus récent, en principe. Et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une dimension symbolique dans cette représentation avec des bleus rouges, des bleus blancs et gris, des bleus marrons et blancs, des bleus avec avec les cornes déformées, etc. Les veaux au centre, pardon, je l'ai perdu, en voici un et en voici deux. Bon, de manière totalement éthologique, c'est-à-dire le comportement naturel. Or, la disposition par couleur de peau, enfin de robe,
est inconnu chez les bœufs. Si vous avez des bœufs des bovins avec des pelages complètement différents, il n'y a pas de ségrégation entre eux, il n'y a pas de problème. Là, oui, là, il y a une ségrégation. Donc, on a ordonné, donc il y a une signification particulière. Autre intérêt de cette œuvre que je ne peux pas m'empêcher de vous commenter plus largement, c'est le bœuf central ici, qui naît de tous les autres. Regardez, il n'y a rien. Il a un attribut céphalique ici, il a les cornes courtes, il a les naseaux ici, les pattes avant. C'est ce qui... J'ai dit, mais à qui elles appartiennent, ces pattes? Le bœuf est là. Le bœuf est là. Bon, il faudrait que je vous montre, pour vous convaincre totalement, mais vous l'êtes peut-être déjà, il faudrait que je vous montre la photo, mais bon, elle y est dedans. Elle est dans le livre. Bon, des bœufs en marche, etc. Il y en a, comme ça, des dizaines, y compris en Téphédès. En voici d'autres. Ça, nous sommes toujours en Téphédès. Regardez ce troupeau de bœufs magnifique, avec d'ailleurs le système de mise en couleur, de mise en teinte avec des traits comme la girafe. C'est pour ça que je pense que la girafe est récente. Et puis là, il y a une quarantaine de bovins, tous différents, tous semblables mais tous différents, avec des cornes déformées, etc. On les a bien identifiés. Regardez cela, ils sont magnifiques aussi. Bon, là, c'est la photo. Là, c'est une conservation. Ici, il y avait un troupeau de bœufs à l'ocre qui a été effacé. Et on en a fait un autre dessus. Il y a donc réutilisation d'un même lieu, alors que des espaces qui pouvaient être peints, il y en a à foison, des milliers, des dizaines de milliers, des concavités à proximité et tout, il y en a des milliers. Bon, alors là, je fais intervenir quelque chose de tout à fait extérieur. Les deux ici sont extérieurs. La Téphédès, c'est simplement ça ici. Tout le reste est extérieur. Alors j'ai marqué en haut vers l'interprétation, la fonction d'une partie de l'art rupestre saharien. Disons que derrière le réalisme de la représentation se terre un sens caché qui est en même temps une manière de penser la société tout entière. Je vous l'ai dit en introduction, et de proposer un modèle social ainsi que les moyens pour en conserver l'équilibre. C'est-à-dire, là, c'est l'interprétation. C'est là où je me mouille, en quelque sorte. Alors, derrière le réalisme de la représentation, pensez la société. J'ai dû faire appel à un site, malheureusement, ici, il est tronqué. C'est un site, c'est le site d'Iren, qui est à Otassili, qui fait 9 mètres de long, enfin, le panneau décoré fait 9 mètres de long, il comprend 514 figures différentes avec la même chose que là, un campement en cours de formation, j'y reviendrai. Mais surtout une scène tout à fait particulière ici, où nous avons des animaux sauvages, des girafes, encore des girafes, des antilopes, des éléphants ici quelque part, je sais qu'elles y sont, les girafes au centre, et surtout, ici, un petit troupeau de bœufs, 4 bœufs domestiques, donc qui viennent rejoindre le troupeau de girafes. Première remarque, c'est que nous sommes uniquement avec des herbivores. Il n'y a aucun prédateur, aucun lion. Il y en a des représentations de lions, mais pas là. Et puis cette représentation d'Irène n'est pas unique, il y en a d'autres. Il y en a d'autres moins belles que celle-là, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Bon. Donc c'est le modèle social. J'avoue que c'est là le point un peu faible de ma construction. Bon, c'est vrai que je tire un peu sur la ficelle, mais ces bœufs qui rejoignent les animaux sauvages me semble bien significatif de ce qui est de l'extérieur et de ce qui est de l'intérieur, de la maison, si je puis dire, et de ce qui est de l'extérieur, et les animaux qui vivent en bonne intelligence, en bon comportement, sans heurts. Ici, nous avons, de manière beaucoup plus simple, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, beaucoup plus simple, un campement en formation, ici, avec des personnages en discussion, c'est-à-dire que pour en conserver l'équilibre, pour penser à la société, pour en conserver les moyens, pour en conserver l'équilibre, nous avons la réunion au sein d'un campement, au sein de la discussion. Ici, nous avons des échanges, alors pour conserver l'équilibre, des échanges de paroles. Quand on se parle, déjà, la guerre diminue, s'éloigne un peu. Des échanges de biens. Alors, dans ces échanges de paroles et de biens, on s'aperçoit que les femmes ont une position prédominante. C'est le seul cas dans l'art saharien où nous avons une sorte de matriarcat. Vous savez que Françoise Héritier disait que le matriarcat, comme symétrique du patriarcat, est une vue de l'esprit. Ça n'a jamais existé nulle part. D'emblée, c'est le patriarcat qui s'est imposé. Sauf
au Hogar, sauf au Tassili Nadjer, où nous avons à 3 reprises ici une femme tenant un enfant sur ses genoux et un homme ici, voilà sa barbiche, hein, qui est en train de lui rendre ses hommages et qui lui apporte certainement des biens quelconques. Et la même chose ici, il y en a encore un autre en dessous. Donc, échange de paroles, échange de biens, hein, échange de paroles. Échange également de personnes. C'est ce qui est intéressant que nous avons ici, qui est là, ici dans la TFDS, et là, heureusement que je suis là, parce que là, vous allez me dire, qu'est-ce qui vous prouve que c'est une scène matrimoniale? Je ne sais rien. Mais là, c'est beaucoup plus net. Et François, qui est tout près, peut nous certifier. Je le confirme. peut nous certifier qu'il s'agit bien d'une femme une femme et un homme, ici. Bon, je ne peux pas leur tendre le micro pour demander quels sont leurs souhaits de bonheur, enfin, etc. Je ne sais rien. Bon, voilà, il faut faire par proximité. Cette scène-là est ici. Elle est ici. Là aussi, c'est un relevé. Là aussi, il faudrait développer longuement. Et nous avons ici un des autres moyens susceptibles de conserver l'équilibre du groupe, à savoir le sacrifice. Hein, bon, vous voyez la scène matrimoniale ici. Le sacrifice ici, il y a des animaux qui ont été dépecés. Autre sacrifice, scène de sacrifice ici, tout à fait évidente, à Tisukai, avec cet animal qui a été trucidé, et les autres qui emportent les quartiers. Ici, nous avons encore un sacrifice, c'est un détail, hein, c'est une gravure. Ici, un sacrifice, et ce que j'ai appelé les euphémismes de la violence, des violences de substitution, comme le sacrifice, que sont la danse guerrière, ici, il n'y a pas de problème, l'affrontement symbolique, hein, là, apparemment, il y a 2 groupes avec des bœufs tout autour, et des gens qui se font face à face, mais apparemment, il n'y a pas de mort, c'est pas violent, il n'y a pas de violence, un affrontement symbolique. La tauromachie également. Et des scènes tauromachiques, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres tout à fait évidentes. Bon, là, on voit le taureau qui surgit et ces gens qui esquissent des... il y en a déjà à Châtelliouk, hein, des scènes comme ça. Formidable. Il y a également l'éducation, l'initiation des jeunes. Alors là, il faut aller le chercher. C'est un fausse couleur, il faut aller le chercher. C'est très difficile à obtenir, mais enfin bon, je vous le laisse voir. Et voilà le relevé avec ce personnage ici qui a une sorte de baguette sur l'épaule. Et qui a la barbiche, tandis que les autres sont imberbes, donc d'adolescents ou des jeunes, imberbes, et quelqu'un plus âgé qui leur parle de je ne sais trop quoi, des bœufs par exemple. Cette scène également est tout à fait formidable, hein, c'est tout à fait formidable avec ce personnage. Là aussi, ça m'a posé beaucoup de problèmes. J'aurais bien aimé voir un peu de barbe, mais il n'y en a pas. Alors, donc, ces 2 jeunes, alors est-ce qu'ils se rasaient? Avec quoi? Enfin, je ne sais pas, mais enfin, c'est comme ça. Hein. Là, il y a un rapport de soumission tout à fait évident entre l'un qui semble commander, qui le touche, enfin, etc. Hein. L'initiation. Bien, alors, un des moyens pour penser la société et pour assurer l'équilibre, c'est aussi l'art rupestre. L'art rupestre lui-même. Et je marque Comté, C-O-N-T-E-R, c'est en même temps C-O-N, Comté, C-O-M-P-T-E-R. Et on s'aperçoit dans ces échanges-là qu'il y a un souhait, très certainement. Bon, j'ai mis en fausse couleur, certains n'aiment pas, mais enfin bon, ça permet de voir et d'aller vite. On voit par exemple cette femme ici qui vient devant ce bonhomme qui est assis, apporter un taurillon, que sais-je, qui tient, qui le tire. Et puis ça se répète, il y a la même chose ici. Et puis il y a la même chose, je ne sais plus où, oui, là, ici. Là, nous avons la représentation d'un couple, là aussi d'un couple, avec des bœufs. Bon, vous allez me dire, bon, c'est une scène banale. Mais ici, nous avons la même chose avec cette femme en train d'édifier la tente, la hutte, hein, qui tient symboliquement une perche. La tente qui est la propriété chez les berbères actuels, et notamment chez les Touaregs, qui est la propriété de la femme, tente dont elle hérite de sa mère et qu'elle lèguera à sa fille, et dans laquelle elle accueille l'homme, son mari, qui est en train de picoler ici d'ailleurs, donc c'est l'hospitalité, mais enfin bon, il est assis, puis tandis que la femme est en train d'édifier la hutte. Et nous avons ce personnage ici qui est coiffé d'une sorte de chapeau de majesté, qui est en train de regarder l'ensemble. On imagine facilement là une opération de, on peut discuter de dot par exemple, ou d'élargissement du capital, c'est-à-dire qu'un riche propriétaire, quelqu'un qui a mettons 50 bovins,
Ben, tout seul, il ne peut pas conserver ce capital. Il est obligé de le fragmenter et de le donner pour doter soit son fils, sa fille, etc., soit tout simplement pour les mettre en fermage, c'est-à-dire qu'il confie une dizaine de bêtes, malheureusement on peut effacer, mais enfin indubitable, de confier quelques bêtes à partir d'où il tirera un certain revenu. Vous voyez, c'est un moyen de conserver, d'élargir ses possibilités d'élevage. Bien, allez, on termine, ça va. Ça va très bien. Ça fait une heure. Impeccable. Là, on va bientôt changer d'époque. Oui. C'est le dernier épilogue, en fait. Je crois que tu as appelé ça l'épilogue, d'ailleurs. Et après, oui, j'appelle ça l'épilogue. On pourra vous passer la parole. Et je pense que l'exemple que tu nous offres là, Michel, avec tout ce que tu nous as présenté, on a tous en tête ces peuples de pasteurs africains qui sont très importants dans d'autres régions d'Afrique aussi, les Peuls, les Maasai, etc. On voit bien que là, seule la préhistoire peut raconter ce qu'a été l'élaboration des premières grandes sociétés pastorales africaines, telles que ce Sahara vert, même si tu as raison, il faut mettre beaucoup de guillemets, mais en tout cas ce Sahara qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il est devenu après 4000 ans avant le présent, a donné lieu, a donné comme paysage désertique, et qui s'y est passé là l'invention d'un mode de société qu'on appelle néolithique, et qui est un peu à la racine de ces grands peuples de pasteurs qu'on aura ensuite, qui vont se déployer dans le continent. Mais tout a une fin, en archéologie comme en histoire, et la fin s'est effectivement produite il y a à peu près 4000 ans. Et c'est cet épilogue que tu vas nous offrir avant qu'on vous passe la parole pour poser à Michel toutes les questions que vous souhaitez. C'est pratiquement terminé. L'aridité, c'est pas besoin de faire de grands dessins. Vous avez reconnu là le tableau, mais enfin je ne vais pas le commenter à nouveau. C'est fini, nous sommes ici, nous sommes vraiment ici. Alors il y a encore, je m'aperçois que ce que j'avais cerclé ici, ça s'est décalé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a encore des bœufs, mais là ils ne sont pas du tout identifiés, ils ne sont pas du tout individualisés, comme ce que nous avons vu précédemment. Et ici, ce sont des notions de bœufs dispersées. Et ce qui est important, ici, c'est le puits, c'est l'eau. Donc, on a changé complètement de préoccupation, le stress, etc. Et le mythe, éventuellement, a changé. Alors, changement de système économique, changement de société, changement de mentalité également. Et là, la guerre, ça y va, quoi. Alors, avec des personnages comme ça, dont certains sont directement interprétés à partir, certains tardifs, sont directement interprétés de la Bible. Il y a des représentations qui renvoient directement à la geste d'Élie. Vous savez, Élie, qui est on ne va pas se lancer dans l'exégèse de la Bible. Mais ici, c'est dans son précédent ouvrage, si vous voulez, sur le prophète Élie. C'est vrai. Les 3 bergers, justement. Voilà. Et donc la guerre ici, elle est évidente. Regardez ce bonhomme-là. Là, vraiment, ils l'ont trucidé. Il y a une scène ici, que chaque fois que je vois, je ne peux pas. Ce bonhomme qui est poursuivi par une autruche. Là, c'est tout à fait délicieux, comme je trouve. Bon, après des duels. Changement. C'est l'époque de la razzia, des réseaux, des petits groupes. L'élevage, c'est que marginal. Ils arraisonnent les caravanes, ils arraisonnent les lieux d'oasis, par exemple, afin de tirer, où ils se battent entre eux, ils se battent également entre eux. Bon, le duel, etc. Bon, voilà, là c'est terminé. Je m'immisce juste sur le précédent pour donner un élément d'iconographie que tu montres et qui est très intéressant. Là non, la suite. Voilà, là. Vous avez déjà vu se battre précédemment. Mais là, vous voyez arriver le bouclier. Ouais. Et ça, c'est très intéressant, tu le montres, c'est que évidemment, quand le bouclier apparaît, ça veut dire qu'il y a vraiment un armement de guerrier. Parce que par définition, quand on part à la chasse à la gazelle, on n'a pas besoin de bouclier, quoi. Donc on utilise l'arc qu'on utilise par ailleurs sur la gazelle pour tuer son voisin, malheureusement, ça existe. Mais qu'on invente un armement spécifique, ce que tu montres, là, on passe vraiment dans des populations dans lesquelles il y a des castes de guerriers. Ou en tout cas, un armement dédié à la guerre et utilisé dans des conflits structurés comme tels. Voilà, bon, donc quelques livres que vous trouverez facilement, je pense, pas très loin d'ici, dans une rue voisine. Je crois qu'ils y sont tous. Celui-là, peut-être, il était plus. Enfin, il est là-bas, les 3 bergers. Oui, il est à l'entrée. Donc, libéré. Merci beaucoup, Michel, pour ce magnifique exposé. On va à présent vous passer la parole. Il nous reste 15 minutes à peu près. Je sais qu'il y avait déjà une question je vous ai malheureusement interrompu tout à l'heure, j'en suis désolé, mais on voulait garder le temps des questions. Michel, je te laisse peut-être prendre place et moi je vais faire circuler le micro. Contrairement à d'autres régions du monde, comment vous expliquez l'absence de prédateurs ou de carnivores, quoi ?
Il y a des prédateurs. Des représentations de lions, il y en a, hein, mais pas en association. Ça existe, hein, ça existe même des lions qui font l'éruption. Ça existe, des représentations. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de... Je dis que dans le panneau d'IRN, il y a un ensemble d'herbivores exclusifs. Et cette exclusivité se retrouve dans d'autres sites plus loin. C'est-à-dire un mélange. C'est des gravures, mais je donnerais cher pour y revenir, pour le voir. On a l'impression que les traits de gravure s'interpénètrent. C'est-à-dire qu'on a arrêté, par exemple, le trait d'un éléphant. On a fait passer le trait d'un bovin, d'un bœuf, et puis on a repris. Donc, vous voyez, ça s'entrelace. Bon, pour un de certains, il faudrait que j'y revienne, que je fasse une macro-photo. Vous savez, quand on passe là, des fois, on y est resté 1 heure. Et on mitraille, avec des appareils photo modernes, on mitraille, et puis on voit surtout devant le micro-ordinateur. On se dit, zut, ça, je ne l'ai pas vu. Eh bien, il faut y revenir, c'est un peu loin. Il y en a autant qu'en Europe ou moins 2 lions. Oh, il doit y en avoir au moins autant, sinon plus. Hein. Encore actuellement, là, il y a des guépards. Hein. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais de représenter, je parle. C'est pas les lions des cavernes, c'est pas les lions de Chauvet. C'est pas les lions... Il y en a d'autres ailleurs, François. Bon, à Chauvet, il y en a beaucoup. Il y a le panneau célèbre. De façon, là, dans l'art paléolithique européen que Michel connaît si bien, effectivement, là, il vient de citer Chauvet, c'est un exemple tout à fait remarquable, mais dans beaucoup de contextes, en fait, c'est aussi plutôt un monde d'herbivores qui est représenté, où les carnivores tiennent une place parfois très satellite. Donc là, c'est un choix iconographique qui ne traduit pas du tout la réalité du paysage qui les environnait. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que bon, là, il aurait fallu que j'ai davantage de temps, et j'en parle quand j'analyse la violence. Hein. Là, je vous ai donné 2 ou 3 scènes de guerre, mais la violence est comprise au travers des animaux. Vous avez des scènes, par exemple, où il y a une éléphante qui protège son éléphanteau de sa trompe, et face à ça, vous avez je pense, un lion ou une lionne qui bondit. Donc, des scènes d'agression existent. Et il y a également dans une zone qui est actuellement en Libye, qu'on appelle le Messac, ça touche le Tassili, mais enfin, c'est quand même en Libye, de l'autre côté. Vous avez ce qu'on appelle les théranthropes, c'est-à-dire ce sont des hommes chiens. La montagne et les hommes chiens. J'ai cherché le titre d'un des ouvrages, c'est-à-dire que ce sont des gens avec des humains, monstrueux, et certainement ce sont des géants quand on les compare aux représentations de bovins par exemple, ou de bovins, et ils ont une dimension, et à côté vous avez une disproportion, hein, et pourtant c'est intimement lié, et c'est une rare violence. Il y a une représentation féminine que les gens, c'est pas moi, hein, appellent Robusta, mais Robusta, la canine, enfin, vraiment, c'est une expression monstrueuse de la violence, ou l'expression de la violence au travers de représentations monstrueuses, comme vous voulez, mais enfin, ça existe. Hein. On peut consacrer un chapitre à l'expression de la violence au Sahara, ça existe. Hein. Il n'y a pas simplement la guerre. Parce que finalement, il n'y en a pas trop. Et en TFDS, il n'y en a pas. Alors ça, c'est ce qui est formidable. Enfin, formidable. Un peu frustrant pour moi. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelques trucs de guerre. Pas tardif, hein, mais bon. Là, je suis obligé de faire un pas de côté, quoi. Un pas de côté, parce qu'il n'y a pas tout. Le champ général, comme je l'ai appelé, doit être pris en compte en élargissant. Bon, il y a quand même des points communs, hein, il y a des points de ressemblance. Hein, il y a des représentations de celles que je vous ai montrées, là, le groupe avec enfants, 1000 km plus au nord, à des périodes différentes, parce que le style n'est pas le même, mais nous avons la même chose, à 1000 km. Donc ça circulait, les idées, le soir au coin du feu, on racontait des histoires, etc. Hein, tout ça, ce sont des récits mythologiques qui traduisent une certaine réalité formelle de la vie quotidienne. Bon, voilà. Mais des lions, il y en a. Bon. Ils sont moins concentrés, peut-être. Au total, je ne sais pas. Il faudrait faire une étude sur... Vous savez, il n'y a pas des inventaires comme ça. C'est pas bon, je ne veux pas nous tresser à Slimane et à moi des lauriers trop démesurés. Mais, vous savez, les gens passent... Ils font du tourisme. Même certains professionnels, ils font du tourisme. Ils photographient les choses les plus évidentes. Et puis, ils s'en vont. Mais des inventaires... C'est-à-dire qu'ils pouvant servir à d'autres chercheurs, dans la mesure des connaissances, évidemment. Je ne doute pas que peut-être actuellement, il y a déjà des gens qui sont en train de découvrir d'autres sites, y compris en TFDS. Bon, tant mieux pour les successeurs. Mais des inventaires comme ça, des inventaires raisonnés, étudiés, etc., des points de comparaison, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, alors que vous avez des régions comme le Tassili qui sont... Bon, Henri Lotte avait fait des relevés, oui, mais pas d'inventaire systématique. Alors actuellement, il y a un projet, bon, ils m'ont demandé d'y participer, mais je me fais vieux. À côté, un autre plateau, l'Imidir, qui est de l'autre côté toujours au Sahara, c'est la zone périphérique des massifs centraux. Les massifs centraux, c'est la zone de surrection des massifs éruptifs, granitiques, et en périphérie, vous avez des zones sédimentaires qui se sont découlées. Et là aussi, il y a beaucoup d'art, des choses fabuleuses, fabuleuses. Bon, on les connaît comme ça, on connaît quelques images. Mais il faudrait faire un relevé systématique pour pouvoir avoir une idée précise. Bon. Michel, je crois qu'il nous reste à te remercier beaucoup. Vous venez d'entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche mardi 20 mai 2025 avec Michel Barbaza autour de son ouvrage publié au PUM, Presse universitaire du Midi, Préhistoire de la Hagar, la rupestre de la Teffe d'Est, réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.